Bonjour à tous, mais surtout à toutes. Nous sommes exceptionnels et nous vous faisons découvrir des femmes qui se démarquent de par leur caractère, de par leur personnalité. Et c'est aussi un programme qui vous divertit le plus. Bienvenue. De retour sur ce plateau, nous avons pour vous aujourd'hui Gloria Lombo Polo. Bonjour Gloria. Bonjour. Bonjour Dorcas. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et j'espère par cet échange que toutes les personnes qui nous suivent vont être éduquées et vont aussi obtenir quelque chose en fait de cet échange. Je l'espère bien. Okay. Alors, Gloria, secrétaire générale de la Croix-Rouge, tu as eu un parcours durant lequel il y a eu des hauts et des bas, un parcours académique et un parcours professionnel. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Merci Dorcas. Tout d'abord, je te remercie en tout cas pour l'invitation. Et c'est un privilège pour moi d'être ici. Et le cadre est bien, j'apprécie. Merci beaucoup. Le parcours, il est long. Peut-être que en quelques minutes de l'édition, on pourra pas tout terminer. Mais je veux dire que, comme tu l'as dit, c'était pas facile aussi. Le parcours était parsemé de lignes de fleurs. Et c'est comme il a vu. Sinon, je suis de l'UTC. Donc, j'ai fini en 2009 en droit. J'ai fait le droit privé et judiciaire. Et après, je me suis lancée à l'emploi. Donc, j'ai eu l'expérience avec RTL, à l'époque Zen. Et ensuite, je me suis lancée dans la Croix-Rouge. C'est venu comment? Peut-être que je vais te raconter tout à l'heure. D'ailleurs, on va directement sauter sur la Croix-Rouge. C'est un organisme dont on voit justement le personnel partout. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est la Croix-Rouge? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, la Croix-Rouge est auxiliaire du pouvoir public. Je préfère commencer par là. Parce que la Croix-Rouge est née du décret-loi du 1er mars 1961 et a reçu cette personnalité juridique dans le domaine humanitaire. Donc, c'est un peu comme, je peux dire, le prolongement du bras du pouvoir public dans le domaine de secours humanitaire. Voilà. Okay. Vous êtes dans le domaine humanitaire, on voit aussi la santé, le secteur de la santé, parce que je rappelle que notre thème d'aujourd'hui, c'est le leadership féminin en santé, donc humanitaire, la santé, mais en tant que secrétaire général, c'est quoi votre rôle, votre travail dans la Croix-Rouge, au sein de la Croix-Rouge? Merci, belle question, parce que souvent, au fait, on voit la Croix-Rouge et tous ceux qui sont en dehors de la Croix-Rouge nous appellent les médecins, tous. Mais dans la Croix-Rouge, il n'y a pas que de médecins, il y a aussi des juristes comme moi, il y a aussi des comptables, il y a aussi des gestionnaires de catastrophes, ainsi de suite. Et au sein de la Croix-Rouge, j'occupe le poste de secrétaire général et je suis la patronne de la gestion. Voilà, il faut dire que la Croix-Rouge ne fonctionne pas seulement du côté gestion, mais à deux volets. Nous avons la gouvernance qui dicte les lois et qui donne une orientation de comment les choses doivent se passer, et la gestion qui met en pratique. Voilà. Donc, et la gestion au sein du secrétariat général, par exemple, je suis pas seule. Je suis entourée de 9 directeurs. Voilà, dans divers domaines. Je peux citer la communication et l'engagement communautaire, le développement organisationnel, la jeunesse, les finances, la gestion de risques de catastrophe. Donc la Croix-Rouge, la Croix-Rouge, elle est vaste. Mais nous, on a tendance à voir qu'une seule figure de la Croix-Rouge. Mais c'est quoi la Croix-Rouge concrètement, la mission de la Croix-Rouge? La mission de la Croix-Rouge, si je peux la résumer, c'est de sauver des vies. Si je peux résumer, c'est ça au fait. C'est pourquoi même, vous voyez que même quand il y a un corps abandonné d'une personne qui est morte, la Croix-Rouge doit se dépêcher pour enlever. Mais c'est ça l'image justement qu'on a de la Croix-Rouge, la seule image d'ailleurs que beaucoup de personnes ont de la Croix-Rouge. Si nous le faisons, c'est parce que c'est attaché à notre mission. Notre mission, c'est de prévenir les maladies, alléger les souffrances des populations les plus vulnérables, quelle que soit leur race, leur religion, ainsi de suite, et autres, leur, je peux dire même leur statut
ou encore leur appartenance religieuse ou politique. Donc, c'est cette assistance qu'on apporte dans le domaine humanitaire pour prévenir les maladies et sauver des vies. Et quand il y a un corps abandonné, autour de ce corps, il y aura des mouches, n'est-ce pas? Et ces mouches vont contaminer les vivants. Et nous, c'est sauver la vie. Vous voyez? Et c'est pourquoi la Croix-Rouge intervient pour écarter ces dangers. C'est ça. C'est juste dans ce sens-là, mais la Croix-Rouge n'est pas un croque-mort. La Croix-Rouge a beaucoup d'activités. Aujourd'hui, à l'est du pays, nous assistons des milliers et des milliers de populations déplacées. Mais est-ce que cette assistance-là, cette assistance plutôt, est-ce qu'elle est médiatisée? Parce qu'on a tendance à voir que des photos des agents de la Croix-Rouge en train de prendre des corps. Et pourquoi est-ce que lorsque vous allez assister les démunis, on n'a pas d'image, on n'a pas une vraie communication de ça? C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Grâce à ton invitation, ça sera médiatisé aussi, non? Les gens comprendront au fait le rôle de la Croix-Rouge et la mission assignée à la Croix-Rouge. Et déjà, au sein de la Croix-Rouge, nous avons un département communication et engagement communautaire et redevabilité. Et dans ce département, nous faisons aussi la diffusion de nos actions. Pas seulement dans les plateformes Croix-Rouge, mais aussi à travers des émissions, comme aujourd'hui ton émission. C'est une opportunité de parler de la Croix-Rouge, de ses actions, mais aussi avec d'autres couvertures médiatiques que nous sollicitons auprès des autres télévisions ou radios avec lesquelles on travaille, comme la vôtre. Je sais que vous n'êtes pas la seule femme qui est dans ce poste-là, qui occupe ce poste-là à la Croix-Rouge. Il y a eu sûrement des femmes avant vous. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur elles? Est-ce que vous avez tiré quelque chose, par exemple, de ces femmes qui étaient là avant vous? Bien sûr. En fait, déjà, il faut dire que la politique gender au sein de la Croix-Rouge est quand même dans une phase, si je peux dire, est avancée dans le sens que ça fait partie de nos politiques. Nous avons des textes qui nous régulent, qui nous réglementent, et dans ces textes, il y a aussi la politique genre. Le genre, la protection et l'inclusion, c'est des approches que nous utilisons et la femme est mise en avant. Je suis la deuxième femme secrétaire générale au sein de la Croix-Rouge. Parce que avant, il y avait aussi une femme. Après, il y avait un homme. Ensuite, c'était encore une femme. Mais pour la petite histoire, je dis que la Croix-Rouge existe depuis 1961 et tous les temps, il y avait des secrétaires généraux hommes. Donc, sur toutes ces années qu'a totalisé la Croix-Rouge, il n'y a que des femmes. Mais c'est pas la moindre chose. C'est déjà un bon début. Mais justement, être la deuxième femme qui occupe ce poste-là, ça nous donne une idée du sens de responsabilité que tu vas avoir. C'est pas pour rien qu'on vous a confié ce poste-là. Mais vous avez sûrement encore des défis. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez des défis qui ne vous permettaient peut-être pas de vous épanouir dans ce poste-là. C'est quoi? Alors, quand je le disais tantôt, je vais te raconter la petite histoire. Déjà, pour que je sois à la Croix-Rouge, j'ai postulé en ligne. J'ai trouvé sur Média Congo à l'époque l'offre, mais c'était pas à ce poste. J'ai commencé comme chargé de genre et jeunesse. C'était ça le titre du poste. Responsable de genre et jeunesse. Et il faut dire que nous étions nombreux. Je crois 13 ou 25, quelque chose comme ça. Après le processus de recrutement, nous étions restés à 3, 2 femmes et un homme. Et après l'interview, ça fait qu'on m'appelle moi. Voilà. Pour dire que je commençais quelque part. Mais travailler aux côtés des hommes, déjà, les hommes sont nos partenaires. Et c'est l'idée que moi, j'aime que les hommes comprennent. Parce que souvent, on a comme l'impression, quand je suis à côté d'un collègue homme, il pense qu'il est dans sa maison, à la maison devant sa femme. Mais il oublie qu'il est devant son collègue femme, qui a aussi des capacités, les mêmes capacités que lui, et qui peut aussi donner sa position ou son appréhension de choses. C'est un peu ça la difficulté qu'ont beaucoup d'hommes. Mais je ne les condamne pas parce que souvent, ça vient des racines culturelles et qu'on veut transposer dans le monde professionnel. Mais c'est question de discuter, d'échanger. Et de travailler sur ça. Il faut savoir qu'on est dans un pays qui est aussi enraciné dans la culture. Exactement. Même. Exactement. Et vous vous êtes senti en position de vouloir montrer que ce n'est pas le cas au travail. Exactement. C'est pour ça que vous êtes là. Exactement. En fait, c'est cette pesanteur de culture, de coutumes qui parfois limite certaines femmes. Je pense que je peux dire peut-être à une femme qui nous suit que c'est d'abord croire en soi. Croire en soi et dire que je peux faire ce que l'autre fait. Et aussi donner le meilleur de soi. Même dans le milieu professionnel,
tout ne nous sera pas servi sur un plateau. Voilà, il faut se distinguer. Et je suis à la France depuis 2014 et j'ai été promue à ce poste depuis 2022. Donc ça fait 2 ans. Mais sur ce chemin professionnel ou cette carrière professionnelle, j'étais chargée du genre, chargée de la jeunesse, directrice services généraux, directrice programme et partenariat et aujourd'hui secrétaire générale. Je pense bien, tout en étant humble, que c'est aussi le fruit du travail qui a fait que d'une manière ou d'une autre, que je sois appréciée par le comité directeur et que l'on dise le choix est porté sur cette dame. Parce qu'il y a eu des étapes, justement. Bien sûr, il y a eu des étapes dans la sélection et voilà. Aujourd'hui, vous êtes maman, Oui. vous êtes mariée, Oui. vous avez évolué dans la Croix-Rouge tout en montant l'échelon, avec toutes ces responsabilités qui s'accumulent. Mais est-ce que ça a un impact sur sur l'organisation de votre vie en dehors de votre vie professionnelle? C'est une belle question. J'aime bien. D'une manière ou d'une autre, ça a toujours un impact parce que le professionnel peut parfois avoir un impact sur la vie privée, dans la vie de famille et ainsi de suite. Le mot-clé, c'est l'équilibre. Oui, mais comment vous trouvez cet équilibre? Voilà, c'est ça. C'est pas facile, c'est pas du tout facile parce que déjà moi, les premiers postes occupés à la Croix-Rouge, je voyageais beaucoup, on voyage beaucoup parce qu'il y a des missions de formation, il y a des ateliers de renforcement de capacité à l'intérieur comme à l'extérieur. D'abord, il faut avoir un bon mari qui t'accompagne. C'est la grâce que Dieu m'a faite d'avoir ce mari qui t'accompagne, qui comprend et qui te booste dans le travail que tu fais, qui veut que tu ailles loin. Il faut choisir le bon partenaire, alors. Ça, vraiment, il n'y a même pas match. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs ont des capacités comme toi et moi, mais on les enfuit, on vous dit, tu restes là. Donc, c'est quelque chose à négocier avec le partenaire dès qu'on commence la relation. Et voilà. Donc, pour moi, j'arrive à trouver cet équilibre parce que quand je suis à la maison, je n'ai pas la casquette secrétaire générale. J'ai la casquette, la femme de son mari et la mère de ses enfants. Justement, comment vous arrivez à faire cette différence? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à trouver l'équilibre, justement, et qui mélangent les choses. Je sais répartir mon temps. Aujourd'hui, je peux dire hier, ça pouvait être difficile parce que parfois, quand je parle de l'équilibre, c'est que quand c'est les heures de service, c'est les heures de service. Il y a certains appels des heures de service qui sont faites en dehors des heures de service. Je sais dire que à ça je réponds pas, ou bien je dis à la personne occupée, fais un message. Est-ce que c'est l'heure de m'occuper de peut-être la méditation avec les enfants, de faire un devoir? Pour moi, c'est juste question d'équilibre, de savoir que de 8h à 16h30, c'est le temps du boulot. C'est vrai que je suis dans une structure où il y a des urgences à tout moment, mais aussi savoir que de telle heure à telle heure, c'est l'heure de mon mari. C'est juste cet équilibre-là. Et souvent, c'est pas du tic au tac, que je me suis levée et puis non. J'ai eu aussi à échouer au début, oui. J'ai eu aussi à apprendre. Il y a des moments où j'étais submergée en termes de boulot et je me disais, je rentre avec mon ordinateur, je vais continuer de travailler à la maison. Et tu es tenté de travailler comme ça, à peine à table finie de manger, travailler. Parfois, tu regardes, c'est minuit. Tu vois un peu, et tu j'ai pas fait avec les enfants, ou bien j'ai pas fait ceci ou cela. Et c'est aussi l'accompagnement de son conjoint. Il peut te dire, non, là, c'est exagéré. C'est le week-end, n'ouvre pas ton ordinateur. C'est à force de toutes tes remarques et de solliciter aussi des autres femmes, comment vous faites? Oui, parce qu'on connaît pas tout. Mais justement, vous avez sollicité d'autres femmes. Aujourd'hui, certaines femmes peuvent tirer un conseil de vous. Justement, que diriez-vous aux femmes qui aspirent à être au poste où vous êtes aujourd'hui? Quel conseil donneriez-vous à ces femmes, par exemple, qui ont aussi des responsabilités dans la vie, en dehors de la vie professionnelle? Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? De croire en elles, de croire que, en fait, les femmes sont multifonctions. Moi, je crois ça. Parce que, regarde seulement de la manière dont nos mamans nous ont élevés. Si on laissait un papa seul avec ses enfants, il serait débordé. Mais la maman, elle peut dispatcher les rôles, voilà. Une femme qui veut aspirer à un niveau élevé doit savoir avoir confiance aussi à ses collaborateurs. Il y a des choses pour lesquelles tu dois déléguer le pouvoir. À la maison aussi, aujourd'hui, on a des enfants qui grandissent. Elle peut le matin faire le déjeuner pour ses frères, elle peut balayer la maison. Et toi, tu fais les autres tâches importantes. Et pourquoi on prend les nounous ou bien les ménagères? Quelque part aussi, elles nous accompagnent dans le travail que nous faisons. C'est juste question de trouver un peu un équilibre pour ne pas biaiser la relation de famille ou prioriser la relation professionnelle, mais être vraiment au juste milieu.
Voilà. Mais aussi reconnaître qu'à un moment, on n'en peut plus, tu peux être dépassé. Le juste milieu est très difficile à trouver. Oui, ça vous a pris beaucoup de temps? Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Parfois, tu pouvais même craquer, tu as envie de pleurer parce que tu es débordé dans les tâches ménagères et tu as un compte rendu à rendre demain matin et parfois même c'est le stress. Vous voyez? Donc, mais après, il faut rentrer en soi et dire, je peux le faire. Et parfois au bureau, dire que ça, je m'arrête ici. N'apportez plus de signataires après 15 heures, par exemple. Par exemple. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée de laisser tomber l'un ou l'autre? Je vais être sincère plusieurs fois. Le travail? Mais plus le travail. Ah, plus le travail, plus le travail. Pas le mariage. Non, pas le mariage. Plus le travail. Plus le travail. Et puis après, tu te dis, voilà, on y va quand même. Je pense que c'est le mental qu'il faut avoir pour avancer. Il faut avoir un mental très dur, comme le vôtre d'ailleurs, parce que franchement, beaucoup de personnes auraient laissé tomber. C'est beaucoup de responsabilité pour une personne qui en a d'autres et qui doit aussi montrer à sa famille que j'ai de l'intérêt pour vous. Vraiment, c'est extra. Mais est-ce que votre mari, par exemple, j'essaie d'aller un peu de son point de vue, est-ce qu'un jour, lui, vous a aussi demandé de laisser tomber? Jamais. Plusieurs fois, moi, je lui ai dit, je crois que je vais laisser. Mais lui, jamais. Non, jamais. Il dit, non, mais tu peux y arriver. Mais je trouve juste le juste milieu. Voilà. Délègue le pouvoir. Tu peux pas tout faire. Voilà. Vous êtes dans le domaine humanitaire, qui pense aussi du côté de la santé. Exactement. Est-ce que vous pensez que dans le leadership féminin, dans le secteur de la santé, il y a des opportunités encore au jour d'aujourd'hui? Il y en a. Il y en a beaucoup. Quelles sont les opportunités selon vous? Par exemple, je parle vraiment de notre propre expérience en tant que Croix-Rouge. Nous travaillons avec des médecins, hommes et femmes. Nous travaillons avec des infirmiers et des infirmières. Et il faut dire que nous avons, par exemple, des projets que nous mettons en œuvre dans lesquels nous avons besoin de leur apport. Et les opportunités, c'est quoi? Déjà, nous, quand on ouvre on lance les appels d'offres ou les postes vacants qu'on publie, on encourage les candidatures féminines. Ce que je remarque souvent, c'est que même les médecins qui ont fait la même filière, qui ont fait les mêmes années que les autres, vous avez comme l'impression qu'elles sont un peu hésitantes des compétences qu'elles ont en elles. Et à compétences égales, moi j'encourage toujours le choix des femmes. Donc c'est pourquoi je dis les opportunités sont nombreuses pour les femmes, même dans le domaine médical. Aujourd'hui, nous travaillons avec un appui au projet que j'appelle Santé Universelle, gratuité de la maternité, au projet de gouvernement. Et nous avons une équipe, je peux dire, bien désagrégée en termes de sexe. Donc il y a cet équilibre. Et on a pu sélectionner des médecins femmes, des médecins hommes, et des infirmiers et des infirmières. Aussi, je trouve que la prise en charge féminine, quand je suis médecin, j'ai une certaine manière de, comment on dit en français, de prendre soin, de take care. En tant que mère, déjà, c'est enfoui en moi. Oui, et quand je suis médecin, j'ai comme l'impression que les médecins femmes s'occupent bien de malades que les hommes. Et je pense que c'est un plus que la femme a en tant qu'être féminin et qu'elle peut exploiter ce bon côté pour donner de soins appropriés aux personnes malades. C'est pour ça que vous donnez beaucoup plus de chance aux femmes qui aspirent à être dans ce secteur-là. Oui. Pour découvrir encore plus leur côté maternel. Voilà, leur côté maternel. Selon vous, quels sont les défis qui attendent le secteur humanitaire? Les défis sont nombreux. Je vais toucher l'aspect financier d'abord aussi, parce que aujourd'hui avec la crise de l'Est, la crise de M23, il y a des milliers de milliers de personnes déplacées. Nous, la Croix-Rouge, nous avons lancé un appel pour les fonds, pour la collecte de fonds, mais les besoins évalués et la capacité à répondre, il y a un grand écart. Dans le sens que, je peux dire, les besoins sont holistiques, de tous les ordres. Les besoins en termes de watch, les besoins en termes d'abri, les gens ont perdu les maisons, les besoins en termes de nourriture, donc tout ce qui est élémentaire. Mais le fond, en termes d'argent, ne suit pas. Le monde traverse, c'est un moment, je peux dire, une période compliquée. Mais les crises humanitaires et les catastrophes humanitaires au Congo ne cessent de s'accroître. Donc, c'est vraiment plus les besoins financiers. Je n'aimerais pas toucher les aspects techniques ou les capacités. Je pense qu'il y en a.
mais c'est souvent l'accompagnement financier pour arriver à répondre à tous ces besoins-là qui fait des... Vous arrivez à tenir le coup? Plus ou moins, parce que nous, au sein du mouvement Croix-Rouge, nous travaillons avec des partenaires. Nous avons des partenaires du mouvement et des partenaires hors mouvement. Et au sein du mouvement, on a des projets ponctuels, des projets de développement ou des opérations d'urgence. Comme maintenant, c'est qu'on a lancé à l'Est, c'est une opération d'urgence de collecte de fonds. Un partenaire peut dire, d'accord, moi je viens, vous avez 13 sites de déplacés, mais je vais donner l'eau à un seul site de déplacés, l'eau potable. Mais il faut voir l'eau que les autres déplacés boivent. Vous voyez un peu. Et c'est vrai que dans les projets, on ne peut pas aussi s'attendre à tout, mais nous lançons toujours l'appel au gouvernement parce que la population appartient d'abord au gouvernement, c'est sa responsabilité. Et nous venons en appui. Si les programmes du gouvernement peuvent aussi orienter beaucoup plus de fonds du côté humanitaire, je crois que ça va alléger la situation des populations. Ça pourra alléger la charge que vous avez. Oui, pourquoi pas. On attend ça impatiemment. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Croix-Rouge, Gloria Lombo Polo. Je suis très heureuse d'être avec vous et de discuter sur toutes ces choses que beaucoup de personnes ne savaient pas. D'ailleurs, très peu de personnes s'informent sur ce genre de choses. Vous avez fait découvrir plusieurs aspects de la Croix-Rouge, de l'humanitaire, dans le secteur humanitaire, l'aide humanitaire. Voilà. Je pense que nous allons conclure. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté mon invitation. Et je vous dis au revoir et on se retrouve pour un autre numéro d'Exceptionnel.